sur ce qu'il fallait démontrer. L'actualité au Bénin, ce sont les bavures de la police républicaine, engagée, vous le savez très bien, dans une campagne de répression sans merci des infractions au code de la route à Boycon. Un vaudouci est entré en transe après un moment d'incompréhension avec les agents de la police républicaine. À Lalo, un commissaire au milieu de la route a été percuté par un motocycliste qui lui a alors cassé une jambe. À Natitengu, un citoyen a reçu plusieurs coups de savate dans les côtes pour affaire de casque. Décidément, la police est sur les nerfs par ce temps. Nous en faisons notre sujet principal de ce numéro de votre émission hebdomadaire. Et comme vous le savez, notre invité est déjà bien en place, Anissé Carlos Oké. Bonjour. Bonjour Tanguy. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue donc sur votre émission. Nous allons évoquer aussi, si le temps nous le permettait, la question de la cherté des denrées alimentaires sur le marché. Il faut demander le prix par 3 fois d'une denrée avant de s'aventurer pour ne pas être sous le choc. Les élections à la HAC aussi, si éventuellement le temps nous le permettait. La visite manquée à Madougou, cela a occupé l'actualité entre-temps. Et puis, toute dernière actualité, notamment au plan politique, c'est Patrice Talon qui se sépare d'un de ses conseillers très proches, parents par ailleurs, Monsieur Dagnon. Qu'est-ce que cela peut sous-entendre? Quelle interprétation en faire? Eh bien, on l'aborde donc dans un instant. Mais avant, on commence déjà par le sujet principal, les bavures policières. Décidément, je l'ai dit, Anissé Carlos Oké, on a l'impression que la police est sur les nerfs. On ne devrait pas se surprendre au lancement de la campagne de répression. Le ton était justement très militaire, très martial. On devrait s'attendre à ça. On devrait un peu s'attendre à ça, effectivement, parce que les instructions paraissaient extrêmement fermes et on avait l'impression, effectivement, que les militaires les policiers allaient plutôt en guerre contre les citoyens plutôt que de travailler à préserver les vies comme l'objectif était au départ décliné. Donc on est allé d'incident en incident et pendant tout ce temps on a observé que la hiérarchie ne réagissait pas promptement pour rétablir l'ordre et la discipline au sein des agents de police, de sorte qu'aujourd'hui nous avons atteint un pic qui donne l'impression que la police travaille à créer une insurrection populaire. Oui, mais est-ce que quelque part aussi, on ne peut pas comprendre l'attitude, je dois dire, de la police républicaine? On a quand même des citoyens qu'on a sensibilisés pendant longtemps, mais qui ne veulent pas s'adapter. On a dit que le test existe depuis les années 70. Ce n'est pas maintenant qu'il faut rappeler encore de faire des sensibilisations. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il fallait absolument réprimer et mettre de l'ordre dans le grand désordre qu'il y avait dans la circulation dans nos villes. Donc là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais je pense que c'est dans la mise en œuvre des instructions que certains agents font du zèle ou en tout cas ne travaillent pas effectivement à faire le discernement entre ce qu'il faut réprimer avec la dernière rigueur et ce qu'on peut laisser passer. Moi, j'ai pris un Zémidian la dernière fois qui m'a surpris en me disant, mais grand frère, vous savez, ce pays, tout va à volo, ce n'est plus possible, on ne peut plus vivre dedans. J'ai dit, non mais si c'est pour la répression que vous dites ça, à cause de vos casques que vous ne voulez pas porter, ben, vous n'avez pas raison. Il me dit, oui mais nous avons tous les casques, mais malgré que nous avons les casques, nous sommes toujours apeurés parce que vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils vont inventer pour vous verbaliser. Alors je lui ai dit, mais dans ton cas précis, de quoi parles-tu? Il m'a expliqué qu'il venait de Z tous les jours pour son activité de taxi à l'intérieur de la ville de Cotonou et que le soir il rentrait chaque fois, parce que son épouse est décédée, il apportait un peu de poisson et un peu d'acassa à la maison le soir pour que ses enfants puissent manger. Et donc, il était allé, comme tous les jours, depuis plusieurs années, au marché pour aller s'approvisionner en quelques menus freutins avec un peu d'acassa. Quand un policier a surgi sur une moto, avec son binôme à l'arrière, ils se sont arrêtés pour lui dire qu'il n'avait pas le droit de garer à cet endroit-là. Il a dit, mais ça fait des années qu'il gare là, personne ne lui a dit qu'on ne gare pas là, et il n'y a aucune plaque, rien n'indique qu'il ne faut pas garer là. Il a beau dire, il a été obligé le lendemain de débourser 10 000 francs parce qu'on avait saisi sa moto. Et
et emporté sa moto, il a été obligé d'aller s'endetter pour payer 10 000 francs le lendemain avant de retirer sa moto, alors que c'était quelqu'un qui tirait déjà le diable par la queue et qui avait infiniment de mal à assurer le quotidien. Alors quand c'est comme ça, le citoyen se dit que l'État est son ennemi et non pas son protecteur. Oui, mais ce n'est pas au nom de la pauvreté qu'il faut laisser faire, non? Non, mais c'est-à-dire que lorsque le citoyen n'est pas sensibilisé de manière objective, lorsque le citoyen gare une moto quelque part, alors qu'aucune plaque n'indique qu'il ne faut pas garer une moto là, et que ce sont les policiers qui l'ont décidé comme ça, ça pose quelque part un petit problème. Donc, avant de réprimer, il faut quand même qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait les marques visibles de l'interdiction. Quand il n'y a pas ça, ça pose problème. Et dans plusieurs cas, nous avons eu des déviances de cette nature-là qui ont fait que les populations, à un moment donné, commencent un peu à se révolter. Autrement, comme je vous l'ai dit, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut y aller. Oui, mais alors comment on fait? Voilà des populations qui disent nous n'avons pas l'argent pour acheter les casques, nous ne savons pas là où il faut garer nos motos. Finalement, comment est-ce qu'il faut faire pour leur faire entendre raison, pour leur faire comprendre qu'en ville, en tout cas en circulation, dehors, hors de sa maison, on doit avoir un comportement qui respecte les libertés des autres. Il y a de toute façon un certain nombre d'infractions sur lesquelles il n'y a pas de concession possible. Et ça, je crois que tout le monde s'entend là-dessus. Mais il y en a d'autres qui appellent de la part de l'agent qu'il y ait une certaine flexibilité, parce que même dans la campagne de répression, on peut toujours continuer de sensibiliser. Et à ce moment-là, la sensibilisation porte même parfois un peu plus qu'en période de non-répression. Donc, lorsque le citoyen sait qu'il est en faute, et que normalement il devait être réprimé, et qu'on lui dit attention, c'est la dernière fois que tu le fais, bon, pour des fautes mineures dans le genre mal garé, comment on dit, couloir mal choisi, parce que parfois pour des questions de couloir vous vous retrouvez. Absolument. Bon, or il ne faut pas oublier que nous avons gardé l'habitude pendant de nombreuses années à rouler d'une certaine façon. C'est vrai qu'il faut réprimer, mais à l'intérieur de ce dispositif de répression, il faut qu'il y ait toujours comment on dit, un volet de communication et de sensibilisation qui permettent aux citoyens progressivement, parce que du jour au lendemain on ne peut pas obtenir les résultats à 100%, donc progressivement on va y arriver. Oui, mais quelque part on a quand même quelques résultats, hein. Quand on voit un peu dans la circulation aujourd'hui, chaque motocycliste avec son casque, quand il a un passager derrière, le passager a aussi son casque, ce temps martial a apporté quelque chose. Ça a apporté quelque chose, c'est sûr, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des infractions sur lesquelles il n'y a pas de concession. Par exemple, les motos qui remorquent 2-3 personnes, il n'y a pas de concession là-dessus. Par exemple, les motos qui roulent sans plaque d'immatriculation, en principe, il n'y a pas de concession là-dessus. En principe, quand vous n'avez pas de casque ou que votre passager n'a pas de casque, bon, on peut pas laisser passer ça. Bon, alors, donc ça fait un certain nombre de choses sur lesquelles on s'entend pour dire non, c'est fini. Bon, mais par contre, il y a... Et je crois que les citoyens eux-mêmes font la différence entre vraiment ce qui est une infraction consommée et ce qui relève, bon, du jugement personnel de l'agent de police. Et je pense que les agents de police, pour la plupart, ne sont pas tout à fait dans l'esprit de travailler à améliorer les problèmes qu'il y a au sein de la circulation. J'ai l'impression qu'ils vont carrément en guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flexibilité du tout. Ils sont dans l'État n'est pas flexible, ils sont garants de l'État. Non. Ils incarnent l'État. Je comprends ça. Mais ce sont des citoyens, ce sont des personnes qui parfois ne sont pas tout à fait responsables de ce qui leur arrive, parce que quand vous n'avez pas mangé à votre faim, quand vous avez des problèmes à la maison, que les enfants peut-être n'ont pas été à l'école parce que la scolarité n'a pas été payée, parfois vous faites des choses et vous ne vous rendez pas compte. Et lorsque l'agent de police ne fait aucune distinction, lorsque l'agent de police ne fait pas comment on dit, ne fait pas de discernement entre les fautes qui peuvent être commises, ça peut conduire à des extrémités, comme ce que nous avons vu à Parakou, qui a circulé
sur les réseaux sociaux. Et ça, nous l'avons vu parce qu'un citoyen a osé filmer. Hein? Il y en a beaucoup d'autres qui se passent, que personne ne filme et qui passent inaperçus. Et ça renforce le sentiment au sein de la population que l'opération qui est en cours n'est pas forcément pour assurer le mieux-être de la population, mais pour renflouer les caisses de l'État à n'importe quel prix. Pour réprimer carrément, pour réprimer. Pour réprimer, mais aussi pour renflouer les caisses de l'État à n'importe quel prix, parce que toutes les infractions sont facturées au trésor public et il faut aller payer. Tout à fait. Et ça, franchement, pour des gens qui ont déjà un pouvoir d'achat éprouvé, c'est difficile. Alors, j'ai même oublié ce cas à Cotonou, qui a obligé d'ailleurs la hiérarchie policière à faire déposer le tablier au commissaire de l'arrondissement. Un agent de police qui, pour faire respecter justement la décision de port de ceinture de sécurité dans les véhicules à 4 roues, s'est fait embarquer dans un topa-topa. J'ai l'impression que même au niveau de la police, la lucidité est partie. C'est le sentiment qu'on a parfois, mais je pense que de manière spécifique, il se pose un problème de formation. J'ai l'impression qu'on a jeté dans la masse des agents qui n'ont pas achevé leur formation. Par exemple, celui qui a fait au péril de sa vie. Au péril de sa vie, qui s'est accroché à la portière d'un véhicule. Honnêtement, je crois qu'on devrait décourager ce genre de choses. Les poursuites à l'intérieur de la ville, les coups de cravache. De matraque à des citoyens qui roulent à vive allure. Je pense que ça fait partie des choses qu'on peut demander aux agents des forces de sécurité d'essayer de revoir un peu pour que la répression ne donne pas l'impression générale d'un acharnement contre la population. Est-ce que c'est une impression? Aujourd'hui, en tout cas, le constat est que, visiblement, police et population se regardent un peu de façon plus difficile, en tout cas pas aussi aisément que par le passé. On a l'impression que chacun est sur le qui-vive. Si, et c'est ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que la police voudrait créer une insurrection populaire qu'elle ne s'y prendrait pas autrement. Alors on va changer de sujet, on va aborder celui qui va avec la répression de la police, la cherté des denrées alimentaires. Ça se plaint, toute cette semaine en tout cas, les quotidiens sont largement revenus là-dessus, notamment avec un accent sur le prix du maïs. Vous avez certainement suivi l'actualité. J'ai suivi l'actualité et l'actualité est assez pénible parce que par le passé, il y avait un mécanisme pour contrôler un peu la flambée des prix quand ça concerne les denrées de première nécessité. Et il y avait l'ONASA, par exemple, où l'État stockait du maïs, où pendant les périodes de soudure, l'État mettait son stock sur le marché de manière à pouvoir contrôler le prix et à pouvoir permettre une accessibilité plus facile aux populations. Je pense que ces structures-là font partie des premières structures que le président Patrice Talon a dissoutes lorsqu'il est... Oui, avec les conseils des ministres de suppression, d'abrogation... Et il n'y a pas eu de substitution à cette politique de contrôle de prix, de sorte qu'aujourd'hui, le marché est entièrement libre et il n'y a aucun moyen de contrôler l'inflation. Ça, c'est la faute, me semble-t-il, de ceux qui gouvernent et qui n'ont pas prévu les mécanismes pour que le citoyen, à tout moment, puisse avoir la possibilité au moins de se nourrir. De quel moyen peut-on disposer dans une option ultralibérale telle que assumée par Patrice Talon aujourd'hui? De quel moyen peut-on disposer justement pour faire le contrôle quand on sait qu'on est dans la compétition, on est ouvert justement à l'intérêt, etc. et que même, vous l'aviez souligné, des structures à but social comme le NASA, etc. ont été supprimées? Oui, mais en fait, si on s'en tient à l'option économique que le Bénin a choisie depuis la conférence nationale, on pourrait dire que bon, cette option ultralibérale produit les résultats que nous avons aujourd'hui. Mais par le passé, bien qu'ayant
adopté cette option, le Bénin avait toujours fait en sorte que, au moins sur un certain nombre de choses, fondamentalement sur la nourriture et sur les denrées de première nécessité, le Bénin puisse contrôler au moins la flambée des prix. Et il y avait des magasins témoins, il y avait des mécanismes à plusieurs degrés au niveau du ministère de l'Agriculture pour que le maïs ne soit jamais en rupture, et quand bien même c'était en rupture, c'était parce qu'il y avait une pluviométrie catastrophique, difficile et il me semble que ce n'est pas tout à fait le cas actuellement, donc c'est une faute de prévision. Oui, ben, même si visiblement on n'a pas fait ce constat, en tout cas ceux qui sont concernés évoquent 2 ou 3 causes majeures. On parle d'abord de la qualité de l'engrais servi l'année passée qui n'a pas vraiment fouetté, je dois dire, la productivité. On parle aussi de ces agents spéculateurs, ces grossistes qui vont acheter le produit à vil prix auprès des producteurs très tôt pour les conserver et les revendre après pendant la période de soudure. Et on parle aussi d'une politique de choix parce qu'aujourd'hui, en tout cas, selon les chiffres officiels, le maïs reste quand même la production faite à plus grande échelle, en tout cas par rapport aux autres productions. Quelles sont les analyses que vous aviez par rapport à ces différents arguments? Bon, tout dépend de la politique du gouvernement. Le gouvernement peut décider d'avoir une politique de production à grande échelle et de contrôle de prix, parce qu'il y a des mécanismes mis en place pour ça, tout comme on le fait dans les produits d'exportation. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la production du maïs n'est pas une culture incitative. Elle ne permet pas forcément aux paysans qui produisent de s'en sortir aussi facilement, ou en tout cas aussi financièrement agréablement surpris, comme celui qui, à la fin d'une campagne de coton, compte les billets. Et ça fait que parfois, cette culture est un peu abandonnée, un peu délaissée au profit des cultures de rente. Mais si le gouvernement travaille à fournir les engrais et suit le mécanisme comme il a prévu depuis le début, c'est-à-dire qu'avec la mise en œuvre des zones agricoles telles que définies et des mécanismes pour produire les produits vivriers tels que définis, je pense que normalement nous ne devrions pas être en rupture, sauf si on permet aux producteurs de vendre le produit à n'importe qui et de le sortir par n'importe quelle porte. Oui, mais ce n'est pas aujourd'hui que la population font ça, et pourtant on n'a pas eu cette spéculation, cette hausse du prix. Non, on peut ne pas avoir cette hausse du prix, on pourrait ne pas l'avoir par le passé, parce que par le passé, il n'y avait pas la conjoncture actuelle qui fait que les guerres d'Ukraine et d'ailleurs, les crises dans le Sahel, les populations se sont toujours demandé en quoi est-ce que si la Russie tape sur l'Ukraine, que le maïs qu'on a cultivé, lorsque les pays limitrophes sont en difficulté, ces pays viennent s'approvisionner chez nous. Et s'il n'y a pas un mécanisme pour contrôler un tout petit peu et qu'on laisse tout partir, c'est vrai, il y a des gens qui s'enrichissent, pas les paysans qui produisent à la base. Non. Ce sont les spéculateurs qui s'enrichissent au passage et qui privent notre pays d'une manne importante qui devrait permettre de nourrir convenablement la population béninoise sans être obligé d'acheter le maïs à 500 francs le kilo. Mais comment est-ce qu'on fait maintenant face à la situation? On attend les premières pluies et les prochaines récoltes? On ne devrait pas. Parce que chaque jour que le Béninois a du mal à se nourrir est un jour difficile de trop. Et il appartient à l'État d'agir dès aujourd'hui pour que... Agir comment? L'État fait quoi? L'État a bradé déjà, pas bradé, l'État a supprimé les structures tampons de régulation en période de soudure, etc. Aujourd'hui, on a le dos au mur. Il n'y a pas autre politique à faire que d'attendre. Non, nous avons un ministère du Commerce qui a des structures de régulation. Et ces structures de
régulation peuvent agir parce que les spéculations sont exponentielles quand personne ne contrôle. Hein, lorsque la structure de contrôle de prix ne fonctionne pas, parfois la spéculation est totalement artificielle. Ce n'est pas que le produit manque, mais la spéculation... C'était regardé en cachette. Voilà, la spéculation est totalement artificielle et il appartient aux structures compétentes de travailler à faire mais dans ce cas, s'il y a des commerçants véreux qui cachent, on ne va pas leur envoyer la police. On ne va pas leur envoyer la police, mais il y a toujours moyen de les contraindre parce que l'État est souverain en matière de sécurité alimentaire. Est-ce que la solution ne serait pas aussi dans la diversification, je dois dire, du plat du béninois? On a l'impression que c'est vrai, majoritairement, on consomme du maïs. Ne faudrait-il pas peut-être penser à produire autre chose qu'on pourrait mieux consommer? Je ne sais pas moi, le riz par exemple, de Glazoué et autres endroits sur l'ensemble du territoire national qui pourraient quand même être une référence. Je parlais du niébé par exemple aussi, qu'on peut solliciter régulièrement, produit en grande quantité. On a l'impression qu'on est focus maïs du nord au sud. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'il y a aussi des mécanismes pour essayer de faire changer ces habitudes alimentaires aux Béninois, parce qu'il y a des marchés spécifiques qui s'animent, il y a des foires qui s'animent où les producteurs travaillent à valoriser des produits nouveaux et des mets nouveaux. Mais bon, ça ne prend pas encore pour la simple raison que les habitudes alimentaires sont assez vieilles et pas faciles à changer. Mais je pense qu'avec le temps, et surtout en travaillant à faire en sorte que les jeunes entrepreneurs choisissent des filières nouvelles pour produire des céréales et autres spécificités qui nous permettent de nous en sortir en fabriquant notre pain, en fabriquant notre beignet à partir de denrées que nous n'avons pas encore l'habitude de prendre aujourd'hui. On peut trouver le moyen de s'en sortir. Bon, comme je le dis, il y a des mécanismes qui sont en cours, mais ça va prendre du temps parce que c'est nous-mêmes, Béninois, qui sommes difficiles en matière de diversification de l'alimentation. Du coup, ça révèle une réalité ou ça renforce une réalité, celle qui constatait notre extraversion en matière donc gastronomique et culinaire. Aujourd'hui, mais on n'a pas l'impression que nous mangeons beaucoup plus les choses importées, hein, si on a autant de difficultés à se nourrir, juste parce que le maïs a pris de prix. En fait, il y a assez de mets variés chez nous, hein. Il y en a beaucoup d'ailleurs, mais le fait est que le maïs est un aliment de base parce que actuellement il est au carrefour de beaucoup de plats. Voilà, il est au carrefour de beaucoup de plats, il coûte moins cher et il est disponible. Alors c'est ça qui fait la spécificité du maïs. Si nous avons d'autres denrées qui sont plus disponibles encore que le maïs, moins cher que le maïs, je suis sûr que les Béninois vont s'y intéresser. On va changer de sujet. On va parler un peu politique maintenant. Hein. À commencer déjà par le limogeage de Johannes Dagnon. Johannes Dagnon, c'est le patron du BAI, le bureau d'analyse et d'investigation. C'est un bureau laboratoire, doit-on dire. Hein. Je dois dire à l'aune même des réformes au niveau de l'administration, mais aussi de leur mise en œuvre avec une tour de contrôle sur, je dois dire, les résultats qu'il faut avoir. Johannes Dagnon, c'est aussi un proche parent de Patrice Talon qui l'a limogé. Johannes Dagnon, c'est quand même une longue période aux côtés donc du chef de l'État, premier des fidèles, surpris, pas surpris, normalité des choses. Qu'est-ce que quel premier sentiment, je dois dire, l'information du limogeage de M. Dagnon vous fait avoir? Je ne suis pas particulièrement surpris pour la simple raison que c'est la saison des limogeages, pas des limogeages, la saison des prises de position. C'est la saison au cours de laquelle nous verrons beaucoup d'autres personnes se détacher du centre du pouvoir, parce que c'est normal. Le pouvoir va vers la fin de son deuxième mandat constitutionnel et tout le monde sait que si l'on veut assurer sa survie, il faut se démarquer de ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'un pouvoir, après 7 ans, 8 ans, n'est plus jamais populaire, nulle part sur la terre. Donc, il s'agit aujourd'hui, d'une part,
d'affiner et d'affirmer des ambitions et d'autre part de travailler à assurer l'avenir parce que Patrice Talon, tout le monde considère qu'en 2026, c'est fini. Alors, quand c'est comme ça, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui sortent de l'écurie et qui nous disent bon, j'y étais parce que bon, mais je ne pouvais pas faire autrement, mais je constate aujourd'hui que ma place n'y est pas trop et c'est pour ça que je me retire. Ce n'est pas des démissions qu'on enregistre, mais des limogeages, donc la preuve que ce ne sont pas des personnes qui partent de leur gré. Alors, quand on regarde le cas de M. Joannes Dayon, c'est vrai que la position particulière que cet homme occupait auprès du chef de l'État donne à penser qu'il y a une sorte de pourrissement autour du chef de l'État. Parce que nous avons vu partir le ministre Omeki, nous avons vu partir le ministre Kenom, nous avons vu partir le ministre Agbenossi. Et quand nous voyons partir M. Dayon à la suite de divergences notoires avec M. Bokor, ben, on a l'impression que le pouvoir est en pleine déliquescence et que le président a du mal à tenir le gouvernail. Mais c'est normal encore une fois parce que le pouvoir tend vers la fin de son deuxième mandat et tout le monde sait que ce terminus est celui du régime, donc par conséquent, avant le terminus, tout le monde se détermine. Ce n'est pas forcément du patriotisme quand vous entendez les gens parler contre le pouvoir aujourd'hui. C'est surtout de l'opportunisme et ça aussi, c'est normal. C'est normal, c'est une question de positionnement, oui. Oui, de repositionnement, en effet, nous cheminons, j'allais dire, vers la fin d'un mandat et d'un cycle de régime et donc c'est bien normal selon vous en tout cas, mais est-ce que quelque part Patrice Talon n'est pas trop intolérant à la limite que de voir des ambitions s'exprimer plutôt que de chercher à les réprimer? Ne faudrait-il pas qu'il laisse faire le jeu démocratique parce que après Omeki, pour qui on a dit qu'il a déclaré un soutien, en tout cas une préférence publique à une candidature, il y a aussi que Joannes Dayon a vu son nom mêlé quand même à une suscitation de candidature récemment. Olivier Bokor, même si lui n'a pas été limogé, enfin je ne sais pas s'il pourra être limogé puisqu'il n'a pas de portefeuille officiel, mais il n'en demeure pas moins que des langues disent que ce n'est pas forcément le flux normal, je dois dire, du courant qu'on le connaissait entre les deux qui est toujours là. Quand on a cet environnement-là quelque part, est-ce qu'on n'a pas comme l'impression que Patrice Talon est très intolérant par rapport au débat démocratique sur sa succession? Alors ça, c'est juger les choses en fonction de ce que les uns et les autres disent parce que ben, nous ne sommes pas tout à fait dans le secret des dieux et c'est ceux qui sortent qui tiennent le discours, qui tend à faire croire ce que vous dites. Parce que quand j'ai lu le journal Jeune Afrique qui est paru quelques heures après le limogeage de M. Dayon, et ça m'a donné l'impression que, bon, Patrice Talon, c'est le diable en personne, un nombriliste têtu qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'écoute personne et qui veut tout régenter jusqu'à la fin. Et que même, bon, quand on lui parle, il n'écoute pas. On lui a parlé de Madougou, il n'a pas écouté. On lui a parlé du Niger, il n'a pas écouté. On lui a parlé de ceci et de cela. Il n'écoute personne, il ne fait qu'à sa tête. Et alors, quand on est resté 8 ans à servir quelqu'un et qu'on sort pour dire ça, ça ne sonne pas comme un discours patriotique. Moi, je considère que c'est un discours opportuniste. Et je considère d'ailleurs que lorsqu'un journal comme Jeune Afrique fait une publication comme celle-là, à quelques heures près, on devrait appeler la criette. Ce n'est pas un article d'investigation, c'est plutôt un article renseigné. Et un article renseigné, généralement, ça appelle une facture. Oui, mais bon, quelque part, pour en revenir à ma question, parce qu'au-delà même de ma question et des observations, j'ai parlé de Omeki, j'ai parlé de Dayon, dont le nom a été mêlé à la succession, j'ai parlé de la tension qui existe entre Olivier Bokor et le chef de l'État, mais au-delà de ça, on a entendu le président dire sur la place publique qu'on ne parlera pas de présidentielle, pas avant en tout cas
les 6 mois qui nous séparent de l'échéance. On a comme l'impression qu'on veut nous régenter. C'est pas une impression, on veut nous régenter. Et il ne s'en est pas caché, puisque c'est lui qui a fixé le terme avant lequel il ne sera pas question de parler d'élection. Dans un pays démocratique, ça pose quand même un petit problème, parce que c'est un peu comme si les ambitions n'étaient pas libres. Et quand les ambitions ne sont pas libres, évidemment, c'est un peu comme si on était dans un régime totalitaire. Et il y a une phrase que j'ai retenue dans l'article de Jeune Afrique tout de même, qui donne le sentiment que, effectivement, c'est la pomme de discorde. Et quelque part, le journal disait que M. Dayon reprochait à Patrice Talon son irritabilité dès qu'on parle de succession, alors que lui-même n'est plus candidat à rien. Alors, qu'est-ce qui peut l'irriter à ce point lorsqu'on parle de candidature, alors que lui-même n'est plus candidat à rien? Et cet article a semblé vouloir dire que cette façon de régenter cache peut-être encore une possibilité pour le chef de l'État de revenir un peu sur sa parole et de faire un 3e mandat. Ce qui ne veut pas encore avouer, même à ses proches. Alors, quand ses proches suggèrent ce genre de choses, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas malgré tout ce que le président dit, parce que lui-même ne libère pas complètement les énergies et le jeu pour que, bon, ceux qui lui sont fidèles lui montrent effectivement qu'ils lui sont fidèles. Leur engagement. Et oui, bon, et ça ne l'arrange pas non plus que les gens se détachent de plus en plus et un à un du navire, parce que ceux qui se détachent un à un finissent toujours par se retrouver, et j'ai l'impression qu'il y a un groupe qui se forme à l'extérieur du système, contre le système. Voilà. Oui, mais quoi qu'on dise, que cela soit de la volonté même de ceux qui s'en vont, ou que ce soit par la faute ou par la décision du chef de l'État, on a le constat que le nombre grossit en face par rapport à ceux qui partent du système. Un journal a titré dans la semaine que Patrice Talon est en train de s'isoler. C'est un peu ce que j'essayais de développer, parce que si tous les proches commencent par partir un à un et que ces proches finissent tous par se retrouver, c'est un peu comme si eux tous lui reprochent la même chose. Et à écouter Candide Azanaï, qui n'est jamais en retard d'une démonstration politique, et il a démissionné notamment parce qu'il a observé cette attitude du président Talon à vouloir tout régenter, à vouloir tout contrôler, y compris même la volonté des hommes. Et au moins lui, dans son cas, il y a une certaine cohérence entre le discours qu'il tient et les actes qu'il a posés, parce qu'après un an, il est parti dans un ministère où il avait beaucoup de privilèges, il est parti en laissant complètement ces privilèges-là pour tenir le discours qu'il tient jusqu'à présent. C'est assez cohérent. Mais par rapport aux autres qui ont joui du système jusqu'à aujourd'hui, pendant plus de 7 ans, et qui viennent nous dire bon, ben, que le système a des déviances en son sein, a des pourritures, et qu'il ne se retrouve pas tout à fait dedans. Moi, je pense que ce n'est pas sincère. On peut dire que ceux qui sont partis ou ceux qui partent ne sont pas partis vraiment, parce que la plupart, soit ils ne sont plus peut-être très proches dans, je dois dire, la gestion du pouvoir avec Patrice Talon, mais ils sont toujours là. Omeki est toujours membre de l'UPR, il me semble. Les autres acteurs aussi sont toujours, ceux qui sont en tout cas membres d'un parti politique, sont restés membres des partis politiques soutenant les actions du chef de l'État. Donc ils ne sont pas partis. Non, et je pense qu'ils ne partiront pas, parce que de toute façon, la population béninoise n'est pas assez naïve pour croire que parce qu'ils sont partis, ils sont devenus des hommes nouveaux. Ils sont comptables de... Oui, mais ça s'est passé plusieurs fois dans ce pays. On a pris des gens démissionnaires à la veille d'une élection comme étant des gens neufs, à qui on ne pouvait rien reprocher par rapport aux déviances d'un régime qu'ils ont quitté. Nous ne les avons pas vus élire à la tête de l'État. Donc, si parmi eux, parce que les personnes que nous citons sont supposées avoir une ambition présidentielle. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aucun d'eux n'est un homme nouveau, et aucun d'eux ne peut prétendre être un homme nouveau, parce qu'ils sont chacun comptables du bilan de ce régime. Voilà.
En tout cas, on va observer un peu, voir. Je ne sais pas s'il y aura un autre, enfin le tour à quelqu'un d'autre dans le système. On verra bien ce que ça va donner. On verra si ceux qui sont partis vont se regrouper, comme on a l'habitude de le voir au Bénin, en vue de faire face justement à Patrice Talon. Un autre sujet, politique aussi, faut-il dire, même si cela s'est passé dans un univers beaucoup moins politique, l'univers carcéral. Une délégation, je dois dire, des députés de l'opposition bloquée à l'entrée donc de la prison civile de Misrété, alors qu'elle voulait bien rendre visite à une de ses militantes, notamment Rekia Mandougou. Vous avez compris quelque chose à l'affaire là? Ce que j'ai compris, c'est que les députés voulaient faire de la politique. Parce que ce n'est pas par compassion qu'on rend visite à une détenue de cette façon-là. Et ce n'est pas non plus pour faciliter sa sortie de prison qu'on se comporte comme ça. Ils ont voulu faire une certaine récupération à leur profit, et en sachant même par avance que leur visite ne prospérera pas, ils sont quand même allés juste pour attirer l'attention. Moi, ce que je note principalement, c'est que ce qu'on en dit aujourd'hui est la source même est basée sur les éléments fournis par Mme Rekia elle-même. C'est-à-dire qu'elle a écrit un document qu'elle a un peu ventilé dans Le Monde, dans lequel elle se plaignait de sa condition de détention. Et cette lettre a été, je crois, le déclencheur de toute la fébrilité qu'on observe aujourd'hui et qui fait qu'on en parle. Moi, je dirais simplement que Mme Mandougou est une activiste. Et même en prison, une activiste, ça reste une activiste. C'est pour ça que je ne peux pas personnellement me focaliser sur son cas, parce que je considère que si Mme Mandougou constitue un cas important au regard de ce qu'elle représente, il n'est pas utile de considérer qu'elle est la seule personne qui mérite qu'on s'attarde sur sa condition de détention. Moi, je considère que beaucoup de personnes sont en prison aujourd'hui qui n'ont rien à y faire, parce que ces personnes n'ont pas été jugées, n'ont pas été condamnées et sont en attente de jugement. Il y a beaucoup de personnes qui ont été condamnées, c'est vrai, mais qui purgent une peine dans des conditions assez difficile aussi, parce qu'on a semblé dire que tout le monde est heureux en prison, sauf Mme Mandougou. Non, ça ne peut pas être possible. Je pense que l'univers carcéral au Bénin aujourd'hui est un problème dont il me semble que le gouvernement ne se préoccupe pas assez. C'est depuis sa prise de fonction en 2016 que le ministre Djambenou, qui était ministre de la Justice, a visité les prisons de Savalou, je crois, et de Parakou, et puis a pu noter un certain nombre de dysfonctionnements qui ont fait que des mesures avaient été prises à l'époque pour améliorer les conditions de détention en milieu carcéral. Mais depuis lors, plus rien. Aucun ministre ne s'intéresse spécifiquement à ce qui se passe dans nos prisons. Oui, mais il y a une agence qui a été créée, des conditions améliorées. Ça ne peut pas ça doit avoir eu un impact, tout au moins depuis le passage de Joseph Djambenou, ça a dû avoir c'est son passage justement qui a favorisé bon, alors, lorsque le ministre s'intéresse, lorsque le gouvernement s'intéresse à un sujet, c'est le déplacement du ministre qui le montre. C'est pas autre chose. Hein? Alors que nos concitoyens qui sont en prison sont au nombre de 18 000. Vous imaginez que 18 000 Béninois soient concernés par une situation qui ne préoccupe pas le gouvernement au quotidien? C'est de ça qu'il faut s'inquiéter. En disant que si nos prisons sont prévues pour, je crois, à peine 7 000 places. Hein. Oui, 7 000, 8 000. 7 000, 8 000 maximum, et qu'on est à 18 000 aujourd'hui, il y a lieu de s'inquiéter sur la manière dont nos concitoyens qui sont en prison sont traités, parce que
Est-ce que c'est déjà pas justement à ce propos que la démarche des députés, les démocrates, est intéressante? Parce qu'au moins ça a l'intérêt de braquer les caméras oui, objectifs de photo sur justement la détention, même si c'est sur la détention de Réki Amadougou. On saura quand même qu'elle est détenue dans une prison civile. J'aurais fortement applaudi si c'est une commission d'enquête parlementaire qui était allée à la prison pour s'enquérir des conditions de détention de nos compatriotes qui y sont, dans les prisons et dans les maisons d'arrêt. Alors moi, j'aurais applaudi des deux, mais si c'était une commission d'enquête parlementaire, c'est quand même des citoyens qui sont allés là-bas. Oui, parce qu'à ce moment-là, on a l'impression que c'est une institution. Ce sont les Béninois dans leur ensemble qui préoccupent les députés qui se sont déplacés. Mais dire qu'on s'en va vers une seule détenue parmi les 18 000 qui sont là, parce qu'elle est une femme politique et que bon, il faut attirer l'attention sur ces conditions. Moi, je trouve ça un peu comme de la récupération politique et c'est faire un peu, à mon avis, une publicité tapageuse sur le malheur d'une femme qui ne mérite peut-être pas d'avoir fait confiance à des gens qui l'instrumentalisent à ce point. Avant d'aller voir Réki Amadougou et de se voir délivrer un refus de non-recevoir, ils étaient quand même, je dois dire, à la cellule de Joël Aïvo. Ça n'a pas posé de problème, ils n'ont pas posé de tapage, ils n'ont pas fait de tapage autant. Est-ce que ce n'est pas justement l'attitude des agents pénitentiaires qui fait que justement on a tout ce bruit, il fallait juste leur permettre d'aller voir leurs parents politiques et puis leur faire des clauses? Non, je pense qu'ils savaient pourquoi ils sont allés voir Aïvo. C'était pour justement pour faire noter un certain nombre de dysfonctionnements, parce que c'est pas la même maison d'arrêt, c'est pas les mêmes conditions, parce que vous savez que tous les détenus n'ont pas le même statut. Ça, il faut s'entendre là-dessus. Tous les détenus n'ont pas le même statut. Ben voilà. Et il y a des détenus qu'on peut aller voir quand on est seul ou accompagné d'une personne, tout comme il y a des détenus qu'on ne peut pas. Parce que vous savez, l'univers carcéral, dans tous les cas, ne traite pas tout le monde sur le même pied d'égalité. Ce n'est peut-être pas le lieu de faire, de manifester. Quelqu'un a dit que ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. Donc... Non, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, mais ce n'est pas non plus le lieu où nos citoyens doivent être martyrisés, doivent être torturés, parce que la prison, en aucune façon, ne doit servir de support de vengeance à qui que ce soit. Et c'est pour ça que si les députés étaient partis en groupe, représentant une commission d'enquête parlementaire, franchement... oui, pourquoi les députés ne le font pas? Peut-être, bon, la question peut ne pas être posée à vous. Mais la question ne préoccupe pas, parce qu'il n'y a pas de gain politique. Il n'y a pas de gain politique. La dame se plaint des conditions de sa détention, etc. Mais on a l'impression que ça passe inaperçu. Et au-delà d'elle, il y a quand même d'autres Béninois qui souffrent, vous l'aviez dit, qui sont derrière les barreaux, alors même qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, et personne ne s'intéresse à leur cas, ils n'ont pas de jugement, ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et nos députés auraient effectivement bien fait de s'y intéresser de manière à ce que ça soit perçu comme un intérêt porté sur l'ensemble de la population carcérale. Ça aurait vraiment eu un impact significatif. Mais bon, de vouloir faire uniquement de la politique sur la récupération de la situation de Mme Madougou, bon, je trouve ça assez petit et ça ne rend pas service à Mme Madougou elle-même, et je pense qu'elle devrait peut-être suivre le conseil de M. Azanaï Candide, qui lui dit que pour s'en sortir, elle ferait mieux de couper le cordon ombilical avec ceux qui instrumentalisent son incarcération. Oui, comme on a bien constaté que lui fait beaucoup de choses pour l'aider justement à mieux s'en sortir. En tout cas, le débat reste entre les politiques. Ils savent pourquoi ils posent des pas, ils savent pourquoi ils font des choses, ils disent des choses. On va
continuer à les observer dans leur attitude. On sera là pour en tout cas les examiner. Alors j'ai encore une dizaine de minutes, le temps de boucler cette émission. On a un dernier sujet, je ne sais pas si cela vous intéresserait bien, les élections à la HAC. Les candidatures sont déposées, on en a une bonne quinzaine. On a une bonne quinzaine de candidatures. Pour 3 postes. Et oui, pour 3 postes. Et le problème majeur que j'évoque lorsque j'observe tout ça, ça se résume à une seule question. Okay. Tout ça pourquoi? Tout ça pour défendre la corporation et être présent dans une instance parce que la HAC, quand on considère sa mission première, n'est plus tout à fait l'institution qui remplit les objectifs du départ. Et donc, je pense qu'il faut reformuler la mission de la HAC ou laisser tomber la HAC et donner force et puissance aux associations professionnelles. Parce que lorsque nous élisons des professionnels pour aller siéger dans une institution et que ces professionnels, une fois dans l'institution, ne pèsent rien du tout et ne peuvent pas orienter la politique de l'institution dans l'intérêt des médias, franchement, ça pose un problème. Nos amis sont en campagne, et nous allons les élire, c'est sûr, mais je considère que une fois que c'est devenu tellement sérieux, du point de vue de l'élection, c'est devenu tellement sérieux que c'est la Sénat qui organise aujourd'hui les élections dans les médias. Je pense que ces élections ne devraient pas aboutir à une dispersion de nos compatriotes, enfin de nos collègues ou confrères au sein d'une institution qui a pour mission de travailler à améliorer les conditions de vie et de travail dans les médias. Bon, si ça continue tel que nous l'observons aujourd'hui, je pense que nous avons encore quelques années de déperdition à faire parce que, Tanguy, vous observerez que l'aide que l'État apporte aux médias ne sert plus à grand chose depuis quelques années. Donc ça a disparu. Ça a disparu. Or, c'est des études, c'est des observations pertinentes qui ont amené à l'instauration de cette aide-là qui avait permis à beaucoup d'organes de presse de résister à toute forme de crise qui avait secoué le monde économique. Aujourd'hui, ces fonds-là existent peut-être encore quelque part, mais ne profitent plus du tout aux médias. Bon, si on fait abstraction de ça, le fonds qui devait être créé, parce que nous avons aux États généraux décidé de créer un fonds, de créer une régie publicitaire pour permettre aux médias de respirer. Tout ça, depuis toutes ces années, depuis plus d'une quinzaine d'années, est resté lettre morte. Nous avons décidé de plaider le cas des médias auprès des mécanismes, des structures, auprès des impôts, pour que les entreprises de presse aient des facilités qui leur permettent de survivre dans cet environnement extrêmement difficile. Il n'en est rien été. Je pense que si le régime voulait asphyxier complètement la presse et la museler complètement, elle ne s'y prendrait pas autrement. Et la HAC, qui est en principe une institution qui a, entre autres, la mission de protéger et de défendre la corporation, ne dit rien, ne fait rien dans ce sens, alors elle existe pour rien du tout. Et c'est pour ça que moi je pose la question. Tout ça, pourquoi? Il faut supprimer alors la HAC. Certains pensent qu'il faut la supprimer carrément. Dans la forme où elle existe actuellement, elle n'est pas très utile. Elle n'est pas très utile, en tout cas pas utile pour la corporation. Elle est utile peut-être pour les pouvoirs publics. Elle n'est pas utile pour la corporation. Et si j'ai entendu, je crois qu'on est en train de travailler à améliorer un peu
le mécanisme de fonctionnement de la HAC. Je n'ai pas les dernières conclusions des travaux qui ont eu lieu à Abomey, mais je considère que si ces travaux ne créent pas une révolution véritable au sein de cette institution, elle n'est pas très utile. Elle n'est plus très utile. Désormais, le mandat il est en tout cas renouvelable. Le mandat il est renouvelable. Oui, bon, ben, ça permet d'avoir un suivi pour que toute la mémoire ne disparaisse pas. C'est vrai qu'il y a un secrétaire général, mais quand certains conseillers peuvent revenir, ça permet de garder une certaine mémoire et de travailler vite. Mais ce renouvellement crée aussi quelque part une petite frustration au sein de la corporation, parce qu'ils sont très nombreux, les confrères qui voudraient bien de temps en temps s'essayer à cette élection pour être éventuellement élus à la HAC. Ça diminue leur chance parce que les conseillers qui sont déjà dans la structure partent avec une longueur d'avance. C'est une occasion où les confrères aussi profitent pour faire un petit bilan, je dois dire, de Patrice Talon à la tête du Bénin en faveur de la presse. On a l'impression que c'est le cadet de ses soucis, en tout cas, depuis qu'il est là, en dehors des actions qui défavorisent ma foi la presse, c'est-à-dire la suppression des cellules de communication, la suppression d'un certain nombre de postes liés justement à la suppression des contrats, la suppression de l'aide de l'État à la presse, etc. On a l'impression que rien n'a été vraiment proposé et projeté pour la presse, et ce n'est justement, je dois dire, cette demande il y a un an d'aller réfléchir et de lui faire des propositions. Oui, effectivement, on ne peut pas dire que le pouvoir de Patrice Talon ait véritablement aidé la presse à se consolider. On note une nette tendance contraire, c'est-à-dire que la profession est en pleine déliquescence et que les quelques journaux qui tiennent le coup le tiennent vraiment en tirant le diable par la queue. Et ce n'est pas à l'honneur, c'est pas à l'honneur du gouvernement que la presse soit dans cet état-là, parce que son rôle au sein de la République, au sein d'une République démocratique, est éminent. Et peut-être bien que, bon, quand on met la presse sous éteignoir, elle s'implique moins dans le fonctionnement de l'État, et donc on peut faire un peu ce qu'on veut sans être très inquiété, parce que la floraison de médias que nous avions faisait que quoi que vous puissiez faire, il y en avait toujours qui avaient la possibilité de dire il y a quelque chose qui ne va pas à tel niveau, il y a quelque chose qui ne va pas à tel autre niveau. Et ça, on ne peut pas mettre tout le monde sous silence. Il y en a toujours qui, d'une manière ou d'une autre, font des dénonciations, et cette dénonciation-là nous aidait franchement à travailler, à améliorer la gouvernance dans notre pays. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une pensée unique et que bon, ben, la presse n'a plus à se mêler de la gestion des affaires de l'État, et ça, c'est un peu en défaveur du régime de Patrice Talon, qui a fait quand même pas mal de réformes dans beaucoup d'autres domaines, et nous l'attendons fermement sur ces réformes-là dans la presse, parce qu'il serait vraiment dommage que son second mandat s'achève sur une note aussi discordante au niveau de la presse. Oui, mais on n'en est pas loin, puisqu'on a à peine 2 ans devant nous pour la fin de ce mandat. 2 ans, ça suffit toujours. 2 ans, ça peut toujours suffire, étant donné que, comme vous venez de le dire, bon, le président a demandé qu'on fasse une réflexion profonde autour des questions. Bon, ça fait maintenant que ça traîne dans les tiroirs, et il se hâte très lentement pour remettre les journalistes en selle, et peut-être qu'on a le sentiment que peut-être c'est à la veille de son départ, lorsqu'il n'aura plus à prendre le moindre risque en libérant la parole, qu'il va peut-être accéder à la requête des journalistes, et à faire en sorte que les médias reprennent du poil de la bête. Parce que sans les médias, la démocratie ne se porte pas bien. Oui, ça c'est clair. Il n'y a pas de démocratie sans la presse. De toute façon, il n'y a pas de bonne gouvernance aussi sans une presse libre. C'est très clair. Anissé Carlos, merci. C'est moi qui vous remercie.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Rilakondji, frontière Bénin-Togo. C'est l'une des grandes voies d'entrée et de sortie du territoire national en direction du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Et voici la première et l'une des plus anciennes gares routières de cette localité.